Bonjour, je suis Nicolas Dumont. Alors, je suis psychologue clinicien et depuis 20 ans, j'explore la question des états motivés de conscience un peu sous toute leur couture, des états ordinaires aux états extraordinaires, disons, ou non ordinaires, sous tout un tas d'angles, voilà, de la psychologie à l'anthropologie, à la neuropsychologie, etc., jusqu'au chamanisme et à la psychologie transpersonnelle. Je suis également auteur de différents ouvrages sur la transe et les états motivés de conscience, dont qu'auteur sur le grand livre des trans aux éditions Duno, où j'ai écrit un chapitre sur la respiration holotropique, et mon livre central qui s'appelle Hypnose ericksonienne transpersonnelle, théorie et pratique, dont je vais vous parler. Alors, je dirais que c'est l'hypnose qui est venue à moi, par une synchronicité. Dans le cadre de mes études en psychologie clinique, j'intervenais à l'hôpital pédiatrique. Je faisais à côté en fait, de la magie pour les enfants. Et on avait lancé le premier mouvement de magie à l'hôpital. Donc voilà, je faisais de la magie dans différents services. Puis j'avais centré mon attention sur l'oncologie pédiatrique, donc la cancérologie de l'enfant. Et dans ce contexte-là, je cherchais de la documentation pour m'aider en fait dans la magie à augmenter l'impact thérapeutique, psychothérapeutique, je pourrais dire, de mes tours. Et c'est dans ces recherches-là que je suis tombé sur un premier ouvrage qui s'appelait Métaphores thérapeutiques pour les enfants et qui parlait d'hypnose. Donc ça a été vraiment la première découverte de l'hypnose ericksonienne, et par la suite, alors que j'avais trouvé ça assez épatant, mais sans forcément aller beaucoup plus loin dans mon intérêt pour l'hypnose, et de manière synchronistique, je suis tombé sur un ouvrage qui s'appelait Créer le réel de Thierry Melchior, qui est un ouvrage incroyable sur l'hypnose, et qui a été vraiment une révolution dans ma pensée, dans mon itinéraire. Et puis, du coup, je m'étais promis de me former à l'hypnothérapie dès que je sortirais de l'université. Et de fait, quand j'ai commencé à travailler, mon premier travail était avec les polytoxicomanes, dans un centre de post-cure. Et je trouvais que l'approche psychanalytique, qui était vraiment le paradigme au sein duquel je travaillais, amenait peu d'impact dans la thérapie. Et comme je cherchais quelque chose qui pouvait aider mes patients concrètement à aller mieux, à avancer, à se détacher de la drogue, là, dans ce contexte-là, je me suis formé à l'hypnose et ça a été ensuite... ça a ouvert la porte des états modifiés de conscience et j'ai plus jamais arrêté cette exploration. Après, je me suis formé à la respiration holotropique, à l'EMDR, j'ai parcouru le monde un peu en explorant les états modifiés de conscience, le chamanisme. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui vivaient tout un tas d'expériences extraordinaires au sein de l'INRES, au départ, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Et puis après, ou en parallèle, en cabinet libéral. Et puis j'ai créé une association. Enfin, voilà, ça a été vraiment un terrain d'exploration et de passion, et ça l'est encore. Bon, d'abord, on va repositionner que c'est de l'hypnose ericksonienne transpersonnelle. Et hypnose ericksonienne parce je suis fidèle, et du coup l'hypnose que j'enseigne est fidèle à la méthodologie, je pourrais dire, de Milton Erickson, qui est à la fois humaniste, qui est technique, qui est vraiment à multiniveau, et qui replace l'idée de la communication de l'inconscient comme une communication qui n'est pas une communication directe. On va parler de communication indirecte. Mais pour bien comprendre ça, il faut replacer le fait que notre inconscient, et au-delà de ce qu'on appelle l'inconscient, on pourrait dire l'invisible d'une manière plus large, mais ça peut être un mot qui pourrait être précisé aussi, nous parle toujours dans un langage indirect. Quand vous vivez une synchronicité, elle vous parle dans un langage indirect, elle vous parle dans un langage symbolique, mais qui va avoir la propriété de vous impacter d'abord à l'intérieur et créer tout un tas de chaînes associatives dans votre vie. Ça va comme rassembler un puzzle ou un mandala qui se centralise, se polarise autour de cet événement, qui tout à coup fait sens, fait impact et va impacter la trajectoire de votre vie, de manière minimale ou de manière maximale. Il y a des synchronicités qui changent la vie, comme il y a des rêves qui changent la vie, comme il y a des rencontres qui changent la vie avec
vous rencontrez un maître spirituel ou une personne lambda qui va vous raconter une anecdote ou une histoire, et je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, ce moment-là, cette histoire-là va produire un impact fort sur vous. Je rappelle que ce langage indirect ou symbolique, c'est aussi le langage des rêves, dans vos rêves, du jeu de l'enfant, de la psychose aussi, du délire psychotique, mais aussi de l'expérience mystique, où on va être tout à coup le lieu de déversement, si je peux dire ça comme ça, d'amplification de tout un tas d'images archétypales, de symboles personnels, d'animaux de pouvoir, c'est pour emprunter à cette sémantique-là, qui vont venir nous rencontrer. Donc ce langage indirect, qui est le cœur de l'approche ericksonienne, de l'approche d'Erikson, je crois qu'il faut l'entendre dans une manière pleine et pas une manière petite, comme un assemblage de techniques et de manettes qu'on va activer selon le patient, changer ses croyances, le reprogrammer comme un ordinateur. C'est pas du tout ma conception ni ma compréhension de la profondeur du travail d'Erikson, qui a engagé, même s'il ne l'a peut-être pas lui élaboré comme ça, mais qui a déjà lui engagé un processus qui invite le thérapeute à se laisser faire par ce champ de complexité, donc d'entrer de manière participative à l'intérieur du processus du patient, du processus de vie, on pourrait dire, du patient, et que cette rencontre peut être une rencontre qui change tout. Comme dit mon ami Jean-Marie Jean-Marie Delacroix, pardon, ce qui sont deux amis, mais c'est Jean-Marie Delacroix qui dit la troisième histoire, qui crée cette troisième histoire de la rencontre entre un patient et un thérapeute. À l'intérieur de cette dimension de ce qu'est l'hypnose d'Erikson, et oui, je vous ai parlé de cette communication dans ce champ de complexité, mais il y a le terme hypnose que Milton Erickson lui-même, on pourrait dire, a révolutionné. Puisqu'avant Erickson, l'hypnose était quelque chose de descendant, où le thérapeute met le patient dans un état qu'on va appeler hypnose, qu'on peut vraiment repérer historiquement aussi, comme une transe, moi j'appelle ça une transe corsetée, puisque la transe est là avec nous depuis toujours et dans toutes les cultures. Mais dans l'histoire de l'hypnose en Occident, avec sa propre histoire, a été comme une espèce de corsetage de la transe à l'intérieur d'un dispositif. Erickson a réouvert cette dimension de l'hypnose en la reliant, je dirais, aux pratiques de transe. Même si, de nouveau, il ne l'a peut-être pas élaboré théoriquement comme ça. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est que cette communication multiniveau se passe à l'intérieur d'une relation, je l'ai dit, mais une relation en transe. Et c'est ça qui est important. C'est un aspect très important. Le troisième mot, donc pour synthétiser, l'hypnose Erickson, on reste tout à fait fidèle à l'hypnose d'Erickson. Mais on va ouvrir maintenant et approfondir ces dimensions dans le paradigme et le champ transpersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire transpersonnel? Alors, transpersonnel, ça veut dire beaucoup de choses, mais un premier aspect que ça implique, c'est que les thérapeutes transpersonnels, nous prenons comme prérequis, comme point de départ, qu'il existe un champ transpersonnel, qu'on pourrait définir là évidemment, mais qu'on peut appeler l'invisible, qu'on peut appeler le champ spirituel, qu'on peut appeler, on peut mettre beaucoup de mots. Donc ce prérequis, c'est que ce champ existe. Le deuxième, c'est qu'il est agissant. Et parce qu'il est agissant, on pouvait appeler ou mettre dans ce champ transpersonnel la dimension du soi, le soi dans la perspective jungienne, ou de l'âme, ou de ce que vous voulez. Cette dimension est agissante dans ma vie, mais il y a aussi une dimension des mondes invisibles qui sont aussi agissants dans nos vies. Donc ça, c'est le prérequis, et que nous pouvons participer et collaborer avec ce champ pour le travail de la psychothérapie. Ça veut dire, pour un changement, en quelque sorte, je veux un changement, cette dimension transpersonnelle est invitée à coopérer à ce changement, pas d'une manière linéaire. Par exemple, si une personne vient arrêter de fumer avec un hypnothérapeute ericksonien classique, il peut appliquer un protocole, une technique, peu importe, pour faire arrêter de fumer, pour amener un arrêt du tabac. Les choses n'ont pas forcément à être linéaires, bien sûr. Dans l'hypnose ericksonienne transpersonnelle, on va
ouvrir un espace de transe, et cet espace de transe, il peut s'ouvrir dans les dimensions qu'il veut, puisque le thérapeute, il a une posture transpersonnelle, et cette posture est une posture ouverte, en transe, et accueillant tous les phénomènes qui peuvent se produire. Et voilà, je dirais, c'est ce que disait Milton Erickson de l'hypnose. Il disait, c'est une relation pleine de vie qui a lieu à l'intérieur d'une personne et qui est activée par la chaleur d'une autre personne. Voilà une des définitions fortes d'Erickson. Et simplement, chaleur, on peut étendre, qu'est-ce que ça veut dire, cette chaleur, d'un individu pour un autre. Donc ça, pour moi, c'est la dimension de l'attention tendre jusqu'à la compassion dans la pratique thérapeutique qui est assumée dans la psychologie transpersonnelle et étendue, du coup, jusqu'aux dimensions spirituelles. Voilà. Alors, le champ d'application de l'hypnose ericksonienne transpersonnelle est vraiment grand angle, puisque au départ, l'hypnose ericksonienne s'adresse autant aux problématiques corporelles, donc somatiques, par exemple les douleurs chroniques, admettons, ou des troubles inflammatoires ou autres, que le champ psychosomatique, tout le champ de la psychosomatique, c'est-à-dire la mise dans le corps des troubles émotionnels, des souffrances ou des conflits, que les problématiques psychiques, relationnelles, voilà, tout ce champ-là. Avec le champ transpersonnel, bien sûr, on ouvre encore plus, d'abord à une redéfinition de tout ça, puisque en psychologie transpersonnelle, une des racines de la souffrance humaine, c'est aussi la répression pour l'homme moderne, pour l'homme moderne matérialiste, on va préciser ça, de cette dimension spirituelle. Donc, il y a un champ plus ouvert, disons, et c'est les mêmes indications, mais dans un champ plus ouvert. Et puis, cette dernière section, je pourrais dire, de tous les troubles, toutes les souffrances, toutes les problématiques qui ont pour origine une dimension spirituelle. On pourrait nommer, par exemple, les troubles à origine karmique, c'est-à-dire ce qui pourrait venir de vie antérieure, aux troubles d'emprise spirituelle, bon, etc., etc. En fait, le champ est plutôt vaste. Alors, la formation d'hypnose ericksonienne transpersonnelle commence par tout simplement poser les bases, les bases techniques, les bases de la posture aussi du thérapeute, et puis d'envisager toute la dimension des techniques du langage. Ça, c'est vraiment, pour moi, la base. Pourquoi ? Parce que, de la même manière qu'un masseur veut faire le bon geste, qu'un ostéopathe va aussi faire le bon geste, en dialogue, bien sûr, avec le corps, et en ajustement avec la singularité de chacun, mais on va faire quand même des bons gestes. Donc c'est très important en hypnose de faire le bon geste, on pourrait dire, verbal, puisque on est aujourd'hui en 2025, l'histoire de l'hypnose est quand même très ancienne, et l'étude scientifique de l'hypnose et des techniques de suggestion, on fait qu'aujourd'hui on a vraiment une ingénierie, ce qu'on pourrait appeler la suggestologie ou en hypnologie, une ingénierie de la suggestion. Donc on sait très bien comment fonctionne le verbe, l'impact du verbe, donc c'est très important d'apprendre à faire les bons gestes pour produire le bon effet pour un patient qui vient nous demander d'utiliser l'hypnose et d'avoir recours à ces techniques-là. Donc il faut bien les dominer, de sorte ensuite à pouvoir passer à la suite, ce qui va être bien sûr plus intéressant, mais plus profond. Mais ce premier niveau technique, s'il n'est pas acquis, évidemment on est un petit peu en difficulté, de la même manière qu'un pianiste, tant qu'il n'a pas acquis la technique, il a un peu du mal à jouer, ou le guitariste, quoi. Donc on va commencer par cette technique, et puis elle va s'acquérir vraiment avec le temps, sur le long cours. On voit les bases, et puis on se débrouille, et petit à petit, ça se développe. Une fois que l'apprentissage des bases techniques a été enseigné, on va rentrer dans un processus d'apprentissage en plusieurs couches. Puisque, évidemment, on va y apprendre des choses, on va continuer à y apprendre des techniques, des éléments sur la posture, des protocoles, je mets entre guillemets, mais des arts de faire dans tel type de problématique ou tel autre. Et plus profondément, ensuite, dans une deuxième couche, on va aussi apprendre à inviter la transe dans sa vie de thérapeute, bien sûr, mais sa vie personnelle,
d'inviter ce qu'on va appeler l'inconscient dans sa vie, et puis cette dimension de la complexité dont je parlais tout à l'heure aussi dans sa vie. Ça veut dire, à côté d'une approche logique, etc., qu'on a beaucoup cultivée dans notre éducation française, à côté de ça, bah voilà, cette ouverture à une autre forme de relation avec le monde qui va se produire et qui est l'essence de l'esprit qui a impulsé, je dirais, Erikson, mais qui est présent déjà dans les traditions primaires. En fait, tous les peuples traditionnels sont dans ce mode de relation qu'on a quitté et qu'il est, moi je dirais peut-être pas urgent de retrouver, mais en tout cas enrichissant de retrouver. Et enrichissant pour la thérapie. Donc ça, c'est le deuxième processus, je dirais, de la formation. Un troisième processus, c'est toute la vie groupale, puisque je mets beaucoup l'accent sur cette contenance, cette enveloppe groupale, et ce qui se passe aussi dans le processus groupal. Donc on va aussi ouvrir des moments initiatiques dans le groupe, avec des moments de cérémonies chamaniques ou d'autres types de cérémonies, mais alors le mot, il ne faut pas qu'il soit effrayant, il faut le contextualiser, ça veut dire un espace rituel dans lequel nous entrons et nous allons voilà, travailler sur telle chose ou telle autre, quoi. Voilà. Alors, je reviens sur le processus pédagogique. Sur ce processus pédagogique, je voudrais, avant d'aller sur le processus pédagogique, revenir à la dimension initiatique individuelle. Parce que la formation se passe sur plusieurs mois, et quand vous entrez dans la formation, bah, vous avez l'intention de vous former. Vous ne savez pas vraiment ce qui va advenir dans ces quelques mois, mais vous faites un pas dans un espace pour pouvoir acquérir des choses, mais aussi expérimenter des choses, etc. Cette intention que vous posez, l'espace que je crée, l'espace que nous créons tous ensemble dans la groupalité, est lui aussi, on va dire, met en œuvre un processus sur lequel je suis attentif et pour lequel même je mobilise une attention, même des techniques, de sorte à accompagner un processus personnel qui va se mettre en route, mais qui est, on pourrait dire, canalisé par cette dimension de vouloir être thérapeute. Et c'est cette intention-là, de le mettre dans votre vie professionnelle, qui canalise ce processus. Ce n'est pas un processus de psychothérapie ou quelque chose qui pourrait vous emmener dans toutes les directions, pas du tout. Cette intention et le cadre qui est posé accompagne, on pourrait dire, canalise aussi ce processus, les synchronicités, tout un tas d'événements qui vont aussi avoir lieu en vous et dans ce processus pour devenir l'hypnothérapeute ericksonien transpersonnel qui vous anime, quoi, dans votre forme personnelle. C'est pas une calibration de devenir. Je vois ça dans beaucoup d'écoles d'hypnose. On rentre, on vous calibre bien et vous ressortez, bah, vous êtes bien calibré. Alors moi, je vous décalibre plutôt. Enfin, je vous invite surtout à être vous-même, à développer vos médecines, parce que la médecine centrale, c'est celle que nous incarnons. On est chacun, comme métaphore qui est beaucoup utilisée, un vitrail. Et cette lumière doit passer à travers ce vitrail, mais chaque vitrail est singulier, quoi. C'est notre identité, nos richesses, notre vie, enfin tout ça qui fait de nous un thérapeute, quoi. Donc ça, c'est plutôt la dimension la plus profonde et je trouve la plus intéressante de la formation. Mais on va être très occupé à apprendre des techniques, des manières de faire. Alors le deuxième module, après les techniques, le deuxième module, lui, il se centre sur ce qu'on va appeler la transe du guide, donc cette transe du thérapeute, et on va l'ouvrir dans différentes dimensions, puisqu'elle va devenir le centre, le pivot central sur lequel s'appuie le thérapeute. Riche de toutes ces techniques, de tous ces savoirs, on oublie tout ça pour être avec le patient, être dans cette relation pleine de vie, ouvrir la transe, ouvrir ces mondes et inviter tout un tas de forces, d'alliances à contribuer au travail thérapeutique. Donc on va apprendre l'art des métaphores et des histoires médecine, qui est, moi je dirais, un des aspects forts du travail de l'hypnothérapie. Ensuite, on va apprendre des protocoles d'hypnose pour tel type de problématique, mais au-delà des protocoles, des transmissions de comment on peut travailler en hypnose. Par exemple, au travers du protocole, entre guillemets, d'Ernest Rossi, qui était un des élèves d'Erikson, qui a travaillé longtemps avec lui, qui a développé sa forme personnelle. Ben voilà, ça nous inspire à inviter la dissociation, le travail avec un espace extérieur à soi, etc. On invite aussi la manière de travailler, voilà, d'autres auteurs.
d'autres contributeurs, d'autres fruits de l'arbre ericksonien. Troisième module, on se centre sur l'hypnose ericksonienne, l'hypnose conversationnelle, où là, donc toujours Milton Erickson, hein, dans sa façon très conversationnelle de travailler, qui a été ensuite beaucoup développée par Kay Thompson, qui était une de ses élèves, et ensuite transmise à tout un tas de personnes. Et on va donc développer cette façon-là de travailler, qui a été beaucoup transmise en pays francophone par Gérald Brassine, qui a développé ensuite son art et sa façon de faire de sa façon. Donc ça, c'est pour le troisième module. Le quatrième module, c'est un module d'intégration. On revient sur tout ce qu'on a visité pour pouvoir le réintégrer, le développer, l'approfondir encore. Ensuite, on va aller dans les territoires transpersonnels. Donc là, on va apprendre des manières de travailler avec les dégagements d'âme quand il y a des intrications spirituelles, aller dans les vies antérieures, hein, toute cette dimension qu'on pourrait appeler du karmique, la relation avec les ancêtres aussi, toute cette question du transgénérationnel, mais aussi de l'ancestralité, du contact avec les défunts, mais aussi de ceux qui nous précèdent, etc. Il y a différentes choses. Et puis, je vous transmets aussi des aspects très généraux, hein, du travail avec l'invisible, avec le champ transpersonnel. Voilà. Et puis, le dernier module de la formation, c'est un module de practicum, de validation, hein, où chacun passe devant le groupe et va de manière supervisée, en fait, produire une séance d'hypnose ericksonienne transpersonnelle, à la demande, à partir d'une problématique, et puis c'est une manière de réintégrer tous les acquis en fin de formation. Et puis 6 mois plus tard, à peu près, on a un dernier module, qui est le module on pourrait dire de supervision, approfondissement, mais qui vise à se retrouver après plusieurs mois pour à nouveau une intégration, une expansion du travail, etc. Voilà en gros tout ce processus. Les élèves qui en témoignent parlent beaucoup, amènent beaucoup la dimension aussi du processus personnel, de l'aventure personnelle groupale, mais de cette aventure vraiment individuelle qu'ils ont vécue, et qui pour moi est un aspect important, puisque l'être thérapeute engage beaucoup de dimensions de qui nous sommes quand même. Donc bienvenue à vous, j'aurai plaisir à vous partager et vous transmettre ce bel art, qui est vraiment un art thérapeutique, mais aussi une aventure de vie, je dirais. Parce que il y a l'hypnose, il y a la transe, au fond de la question, c'est surtout la question de la conscience. La conscience, le sens de notre présence ici, tout ça, ce sont des choses importantes et qui se centralisent là dans la question de l'hypnose, mais qui débordent toujours la question de l'hypnose. Voilà, bienvenue.